Allez, on se lance ça, on se lance. Donc, bonjour à toutes et à tous une nouvelle fois. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire. Alors, on sort un petit peu des sentiers battus de l'audit de surveillance, de l'audit de renouvellement. Nous avons voulu nous concentrer aujourd'hui sur en fait deux grandes parties. D'une part, tout ce qui est numéro de déclaration d'activité et caducité et impact de la caducité, avec des réponses de Dretz toutes chaudes, hein, bien évidemment. Et derrière, la seconde partie sera dédiée au BPF, que remplir et en quoi tout ceci est important. Donc, avec toujours les deux mêmes à l'écran, à l'antenne. Donc, avec Raphaël, tout d'abord. C'est ça, exactement, comme tu as dit, le même Raphaël, hein, toujours chargé d'une mission qualité à l'ISQ, hein, réalise également des audits, des webinaires, hein, touche un petit peu à tout à l'ISQ. Donc aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur le BPF. Et toi, Marc? Voilà, bah, toujours pareil, hein, le même également. Donc, le duo, bien évidemment. Donc, toujours auditeur, toujours en charge du développement à l'ISQ. Ça ne change pas. Alors, une précision tout de suite. Vous verrez que les slides comportent beaucoup de texte. Alors, c'est pas forcément une règle qu'il faut respecter lorsqu'on utilise PowerPoint. Et je pense que vous apprécierez d'avoir autant de texte lorsque vous récupérerez le support de ce webinaire, puisque bien évidemment, derrière, nous avons toujours Louis qui va traiter les questions et les réponses et faire l'interaction en fin de webinaire. Et toujours Benjamin à la baguette sur la partie forme et mise en forme du support. Donc, ce support vous sera bien sûr partagé et le replay diffusé. Allez, Eh bien, pour commencer, Marc, qui est concerné par ce webinaire? bon, on va mettre effectivement planter le décor, simplement pour rappeler que toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle doit déclarer son activité dans les 3 mois suivant sa première convention, son premier contrat de formation. Donc ça, c'est pour le particulier. Et dès lors que vous obtenez votre NDA, eh bien tout de suite, vous gagnez déjà le premier pompon, à savoir une obligation de déclarer votre bilan pédagogique et financier qui va retracer votre activité. Et alors, quand le déclarer, ben c'est très simple. Là, la campagne de déclaration est ouverte depuis le 3 avril et se terminera le 31 mai. Habituellement, ça se termine fin avril, mais il est vrai que chaque année, il y a toujours un décalage. Donc, cette année, vous allez devoir déclarer votre BPF 2022 en 2023 et ça se fait via mon activité formation. Je vous rappelle que c'est terminé le temps du papier, hein, donc tout ce qui est la copie signée, l'envoi des bilans, des comptes de résultats et autres, ceci n'existe plus. Et au fil de l'eau, vous verrez apparaître quelquefois le petit logo Calliope. Alors là, on ne va pas nous en tenir rigueur, hein, puisqu'il n'est pas accompagné de sa phrase, Raphaël, on ne va pas faire le laïus. Mais simplement pour vous rappeler en quoi eh bien, les éléments que nous abordons peuvent avoir un impact sur l'audit et ou quel type d'information l'auditeur pourra retirer de certaines parties du BPF. Donc, avant de débuter, une petite précision quand même. Oui, oui, alors, un avertissement, même un double, hein, on en a deux en fait. Simplement pour rappeler que c'est un service d'ISQ certification qu'il s'adresse bien évidemment à nos certifiés dans un premier temps, mais nous sommes ravis d'accueillir les non certifiés avant qu'ils ne transfèrent leur certification chez nous. Donc l'objectif, c'est bien d'informer, clarifier et vous aider. Ce n'est pas une formation. Je vous rappelle que vous avez des formations qui coûtent d'ailleurs, je trouve, relativement cher pour remplir un BPF d'une journée. Ce n'est pas du conseil et ce n'est pas non plus un accompagnement personnalisé en 1 heure. On va essayer de creuser un peu, mais on ne va pas non plus être sur le domaine de la formation que sur comment remplir son BPF. Et tu nous l'as dit en tout début, tu as sollicité deux Dretz, mais t'ont-elles répondu? Alors, c'est vrai, nous avons sollicité deux Dretz avec un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, vous verrez, hein, toutes les réponses aux questions ne seront pas partagées aujourd'hui. On en garde un petit peu sous le coude pour d'autres webinaires, entre autres en lien avec la sous-traitance. Une seule Dretz a répondu dans un délai de 3 semaines. Donc, je tiens chaleureusement à remercier les personnes de la Dretz qui ont répondu. Je ne les nommerai pas et je veux simplement partager une phrase importante, hein, qui était dans ce mail en disant que comme la plupart des questions posées, donc celles que nous avons posées à l'ISQ certification, méritent une réponse nationale et pour éviter les éventuelles interprétations régionales sur certains des aspects que nous soulevons, eh bien, notre interlocutrice a souhaité relayer la demande auprès de la DGEFP qui s'est engagée à nous répondre. Donc, ça montre bien cette phrase-là qu'il peut y avoir des interprétations des textes auprès des DRETS.
comme la caducité ou le BPF à 0, 1 an, 2 ans, on va y revenir. Mais en tous les cas, c'est intéressant de voir qu'ils nous ont répondu et on a des questions très concrètes qui vous seront, et des réponses qui vous seront partagées après avec identification avec le petit logo du ministère du Travail. Alors, première partie, allez, le BPF. Partons du début, qu'est-ce qu'une déclaration d'activité? En fait, on vous rappelle simplement que dès lors que vous exercez de la formation à titre principal ou accessoire, vous avez obligation de vous déclarer auprès du service, bien évidemment, régional de contrôle de la formation professionnelle dans les 30 jours. Nous vous rappelons aussi que depuis le 1er janvier 2019, avec la loi du 5 septembre, il y a bien eu une refonte de la définition de l'action de formation. Il y a bien 4 catégories et ces 4 catégories, eh bien, c'est celles que nous retrouvons dans la certification nationale qualité Calliope. Donc, vous pouvez être certifié action de formation, bilan de compétences, VAE ou action de formation par apprentissage. Et on vous rappelle aussi l'obligation qui était faite au CFA de déclarer, bien évidemment. Et après avoir fait cette première déclaration, est-ce que je dois attendre quelque chose ou je peux exercer mon activité directement? Alors là, c'est un point très concret. Donc, vous allez voir qu'on est vraiment là pour vous aider dans votre veille légale et réglementaire sur le champ de la formation, l'indicateur 23 de Calliope. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous avez fait votre demande de déclaration d'activité et jusqu'au moment où vous recevrez le récépissé du préfet, eh bien, votre organisme est réputé déclaré. Donc, vous pouvez contractualiser, bien évidemment. On n'a pas besoin d'attendre le récépissé en sachant que le délai est habituellement de 1 mois. Nous vous rappelons également qu'à l'exception de la première convention, puisque vous n'avez pas le numéro de déclaration d'activité doit se retrouver sur les conventions et à défaut les bons de commande, les devis, les factures ou les contrats de formation. Ça, c'est avec les particuliers, en sachant qu'il faut toujours ajouter déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de la région 2. Et nous vous rappelons que dans le cas de communication, vous devez préciser que ceci ne vaut pas agrément de l'État, bien évidemment, en sachant que vous avez aussi une obligation d'information via mon activité formation de tous les changements importants, et on va y revenir d'ailleurs. Et pour les organismes réalisant des actions de formation par apprentissage, y a-t-il des spécificités? La seule spécificité, c'est que dès lors qu'un organisme va se lancer dans l'apprentissage, il faut qu'il communique bien évidemment ses statuts modifiés auprès du préfet, puisque les statuts doivent bien préciser que l'apprentissage fait partie, en tous les cas, des activités potentielles. Nous vous rappelons aussi, là aussi, on est toujours sur la veille légale et réglementaire, quelques fondamentaux, c'est que le Code du travail prévoit un principe général d'interdiction d'exercer une fonction de direction d'enseignement aux apprentis d'administration. On vous remet l'article. Et nous vous rappelons bien évidemment que ça c'est une réponse à une question qui vous a été adressée en amont du webinaire. Est-ce qu'il y a des raisons d'exception? Est-ce que je peux être exempté de BPF? Non, un NDA vous impose automatiquement de remplir un BPF. Il n'y a pas d'exception liée au statut juridique du prestataire et on verra tout à l'heure qu'il y en a de très nombreux. Il n'y a pas non plus d'exception qui sera en lien avec les modalités pédagogiques des prestations que vous proposez, distanciel, présentiel, blended ou tous les noms que vous voulez, vous devez déclarer. Pas plus qu'il n'y a d'exception si la formation devait être simplement une activité accessoire. Alors là, un point important, le BPF se déclare sur mon activité formation. Lorsque vous avez créé votre espace, eh bien, il y a une adresse mail qui a été saisie. Et face au turnover des équipes, nous vous invitons à bien conserver quelle est l'adresse mail qui a été utilisée, puisque l'administration va communiquer auprès de vous via cette adresse. Et donc, dès lors que cette adresse n'est plus utilisée, vous risquez de rater des communications importantes. Et est-ce qu'il y a des modifications que je dois nécessairement déclarer? Alors là aussi, c'est très important. Vous avez en fait dans l'arrêté du 30 septembre 2002, modification substantielle. De quoi s'agit-il? Dénomination, adresse, objet social, personne dirigeante, statut juridique. Bien évidemment, nous vous rappelons donc tout ceci, si vous devez le déclarer sur mon activité formation, vous devez, et on insiste aussi, informer votre certificateur, entre autres ISQ certification, pour voir si nous sommes amenés à devoir modifier le certificat qui vous a été proposé. Pourquoi est-ce que c'est important ? Dans le projet d'arrêté qui n'est toujours pas sorti, les organismes certifiés devraient avoir en fait obligation
demain d'afficher en fait le certificat, soit via Internet, soit dans les locaux. Donc forcément, il faut un certificat qui soit à jour. Et nous vous rappelons également que si vous deviez déménager, un déménagement entraîne forcément l'attribution d'un nouveau NDA. Pour autant, dans le cadre d'un déménagement interrégion, d'une part, vous devez simplement nous notifier. L'ISQ mettra à jour votre certificat avec le bon numéro, mais vous n'aurez pas à repasser par la case départ, donc il n'y aura pas de nouvelle audit initiale. D'accord. Et y a-t-il des raisons ou des motifs qui peuvent mener à la perte d'un NDA? Oui, il y en a en fait les trois principales, hein, le BPF à zéro, le BPF à ou dit néant. Nous vous rappelons simplement que la caducité est annuelle, c'est la loi du 24 novembre 2009. J'ai retrouvé pour vous la circulaire de la DGEFP. Elle vous sera partagée, vous pourrez la récupérer, même si certaines DRETS, en fait, elles attendent 2 ans. Donc c'est là entre ce qui est demandé ou la loi ou ce qui est fait, ça peut varier. Absence de transmission du BPF et aussi suite à un contrôle. Nous vous rappelons aussi que si un déménagement interrégion donne un nouveau NDA, si vous deviez créer une nouvelle structure avec la création l'obtention d'un nouveau numéro sirène, eh bien là, vous devrez repartir sur l'ensemble du process puisque Calliope n'est pas une certification qui est transférable d'un sirène à l'autre. Donc, un nouveau sirène entraîne une nouvelle demande de déclaration d'activité et un nouvel audit Calliope. Génial. Donc, les questions que tu as posées à notre DRETS, donc je vais te les poser et tu vas nous notifier ce qu'ils ont répondu. Important. Alors, un OF peut-il continuer à déployer les actions initiées avant notification de la caducité? Alors, ça, c'est très important. Oui, les actions engagées avant la caducité doivent être conduites jusqu'à leur terme. C'est très important puisque nous savons qu'au mois d'octobre-novembre, il y aura une campagne dite de caducité. Eh bien, toutes les actions qui auraient été initiées avant la perte du NDA peuvent continuer, se poursuivre jusqu'à leur terme. Et quid des financements publics, des actions mises en œuvre avant la caducité du NDA et si il n'est pas réactivé? Là aussi, c'est une question très pratique pour l'ensemble de nos auditeurs et auditrices. Les financements sont acquis pour les actions engagées et non terminées avant la caducité. Et donc, qu'en est-il des financements publics des actions validées par les prises en charge, mais non mises en œuvre et que la caducité du NDA est prononcée? Est-ce qu'on peut quand même réaliser ces formations? Eh bien là, c'est un petit peu différent. Normalement, on ne devrait pas pouvoir mettre en œuvre les formations car la DRETS nous répond ou nous précise que les organismes doivent veiller à toujours être à jour de leurs obligations, entre autres avoir déclaré et donc déposé le BPF. Donc, si la formation, contrairement au premier point, n'a pas débuté, a priori, vous ne devriez pas être en mesure de la mettre en œuvre. D'accord. Et est-ce qu'un OF peut contractualiser de nouvelles actions alors que son NDA est caduc ou est-ce qu'il doit attendre d'en avoir un nouveau? En fait, un OF peut contractualiser de nouvelles actions. Oui. En fait, on ne peut pas contractualiser des actions pendant la caducité de son NDA. Il faut attendre normalement d'avoir son nouveau numéro de déclaration et ou en fait avoir son ancien numéro réactivé. Alors, précision, certaines DRETS réactivent des NDA, d'autres ne le font pas et imposent à repasser par la case départ et l'obtention d'un nouveau. Donc là aussi, une pratique différente entre certaines régions. Une autre question, l'absence d'activité entraîne la caducité d'1 ou de 2 ans? Alors, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a la circulaire de la DGEFP de 2011 qui précise 1 an. Certaines RETS, en fait, elles font 2 ans. Je ne connais pas l'ensemble des réponses pour ce qui est de chacune des régions, mais 1 an est la loi, 2 ans étant peut-être le grand maximum. D'accord. Et quel est le risque pour un organisme qui a un NDA caduc, mais qui continue quand même de prester des prestations? Mais en fait, en cas de contrôle, c'est une sanction pénale. Alors, nous savons que les sanctions pénales dans le droit de la formation sont toutes au même tarif, c'est 4 500 €. Et vous pouvez éventuellement aussi devoir être amené à rembourser les sommes versées. Ceci étant, cette deuxième partie de réponse est en attente de confirmation de la DGEFP. D'accord. Et une dernière question pour conclure. Par quel moyen le prestataire est informé de cette caducité de son NDA? Alors c'est là, on revient à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, les services régionaux de contrôle
communique avec vous, organisme de formation, prestataire, via l'adresse mail qui a été renseignée sur mon activité formation. Donc, c'est vrai qu'il est très, très important de s'assurer que l'adresse mail de contact est toujours à jour, car à défaut, vous ne recevrez pas les communications, vous ne recevrez pas les relances, vous ne serez pas informé de la caducité et vous pourriez donc être amené à être frappé de caducité, continuer à mettre en œuvre des prestations simplement par défaut d'information. Et donc là, de risquer, en cas de contrôle, 4 500 € d'amende. Alors, Raphaël, un petit combien de NDA aujourd'hui sont actifs? Donc là, tu nous as proposé en fait une image entre avril 2022 et avril 2023. Voilà, c'est ça exactement. Comme les plus assidus d'entre vous le savent, ça fait un peu plus d'1 an qu'on récolte ces informations de combien d'organismes certifiés, d'organismes par région. Et donc, on peut constater que entre avril 2022 et avril 2023, nous avons eu 7000 nouveaux NDA. Il y a 7000 NDA de différence et nous avons donc 9500 prestataires Calliope en plus. Donc, on peut voir que le pourcentage a bien augmenté. On était sur 30% d'organismes certifiés en avril 2022. Nous sommes aujourd'hui à 37% d'organismes certifiés en avril 2023. On peut voir également au niveau des régions, c'est équilibré, hein, ça augmente proportionnellement. On n'a pas eu une région qui tout d'un coup s'est mis à avoir un grand nombre de certifiés Calliope, hein, c'est vraiment proportionnel. Et au niveau des catégories également, hein, malgré certaines extensions de catégories qu'on a pu connaître nous à l'ISQ, le rapport entre les certifiés pour une catégorie, 2 catégories, 3 catégories reste à peu près le même globalement, hein, et c'est surtout une catégorie qui mène la danse dans l'univers Calliope. Donc, tout l'intérêt de conserver son NDA. Alors, justement, un rappel des chiffres, Raphaël. Que s'est-il passé en octobre dernier avec cette fameuse campagne de caducité? Voilà, exactement. Pour faire écho avec ce que tu disais un peu plus tôt, on a souhaité rappeler cette campagne de caducité en octobre en 2022. Vous avez pu constater qu'au début du mois, il y avait grosso modo 120 000 NDA actifs et qu'une dizaine de jours plus tard, ce nombre avait chuté à 110 000, donc quasiment 10 000 NDA retirés. Et donc, ce qui avait par extension pour ces NDA qui portaient une certification Calliope, eh bien, le retrait de cette liste, le retrait des certifiés sur cette liste-là, et donc n'apparaissait plus aux yeux des financeurs pour pouvoir faire financer leur formation. Très bien. Bon, donc, remplir son BPF, qu'est-ce que c'est? Le prérequis, c'est quoi? C'est d'avoir son NDA. Donc, on a bien, j'aurais fait un rappel de tout l'environnement pour ce qui est de l'obtention, préserver en tous les cas son maintien. Et on va pouvoir se concentrer maintenant donc sur bien la partie du bilan pédagogique et financier. Et donc, pourquoi un BPF, Marc? En fait, ce qu'il faut savoir sur les BPF, c'est que c'est d'abord et avant tout un outil de contrôle administratif et financier de l'activité des dispensateurs de formation, bien évidemment, grâce pour les DRETS. Ça permet également aux directions de l'animation de la recherche et des études, donc les fameuses DARES, de pouvoir analyser le marché français, de pouvoir sortir quelques analyses. Au-delà de ça, je vous rappelle également que les informations que vous allez saisir et que l'on va retrouver dans la présentation d'organismes, essentiellement le cadre A ou le cadre B, mais A essentiellement, eh bien, ce sont des éléments qui vont venir compléter les informations que les certificateurs Calliope remontent auprès de la DGEFP. Nous vous rappelons que nous ne remontons que les NDA, que les sirènes, que les catégories pour lesquelles vous êtes certifié et le début, la fin de votre certification, tout ce qui va être adresse, téléphone et autres réjouissances, tout ceci en fait va être puisé dans les informations que vous avez confirmées lors de l'établissement du BPF. Et donc ensuite, quand est-ce que je dois le transmettre et qu'est-ce que je dois transmettre aussi? Alors, ça aussi, donc la date butoir, c'est avant la fin du mois de mai, donc ça, nous le savons. Nous vous rappelons que vous devez en fait établir un BPF sur la base de votre dernier exercice comptable clos au 30 avril. Donc, si votre exercice comptable est, on va dire, peut-être un peu le classique du 1er janvier au 31 décembre, vous allez devoir déclarer les chiffres au 31 décembre 2022.
Si d'aventure, votre exercice comptable, la troisième ligne, va du 1er mars au 28 février 2023, eh bien, votre BPF 2022 fera référence à cette période-là et donc comportera les 2 premiers mois de l'année. Alors là, ce qui est un rappel aussi pour ce qui est de le Calliope, hein, bien évidemment, c'est ce chiffre que nous allons retrouver dans le BPF qui va permettre aux certificateurs de calculer la durée. Alors, ça ne dépend pas, bien évidemment, que du chiffre d'affaires, mais en tous les cas, un des gros éléments, c'est le chiffre d'affaires avec les 3 strates Calliope, hein, moins de 150 000 euros, entre 150 et 750 000 euros, et plus de 750 000 euros. Donc, c'est bien le lien entre le BPF et la détermination de la durée de votre audit selon votre chiffre d'affaires Calliope. D'accord, remarquez, on en a parlé plus tôt, mais c'est bien de revenir. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'il y a des exceptions pour le BPF? Non, non, en fait, toute personne doit adresser chaque année son bilan pédagogique et financier, même si vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires. C'est souvent le cas, malheureusement, des entreprises qui ont la formation comme une activité secondaire. Ceci n'est pas un motif d'exemption. Vous devez le remplir. Et d'ailleurs, il est bien précisé, vous devez remplir le cadre A et B. Donc, qui je suis, mon exercice comptable, et préciser dans les cadres C et D la notion de néant. Donc, c'est ce qu'on appelle remplir. C'est ce qu'on appelait remplir son BPF à 0. Et quelles sont les sanctions, justement, si je ne me pas? Les sanctions, la caducité, on l'a vu, et donc de fait, hein, le corollaire, c'est dès lors que mon NDA est caduc, je disparais de la liste des organismes certifiés. Il y a la fameuse amende de 4 500 euros d'amende, 4 500 euros. Vous pouvez aussi être frappé d'une interdiction temporaire, voire définitive, d'exercer l'activité de dirigeant d'un OF, quelquefois, bien évidemment. Nous vous rappelons aussi l'obligation légale permettre à l'organisme de formation d'être référencé sur EDOF. Ça veut dire que la Caisse des dépôts pourrait, à titre conservatoire, retirer vos offres si jamais vous travaillez avec des fonds pour le CPF. Donc voilà, ce sont les principales sanctions et on vous rappelle simplement que le BPF, c'est aussi un CERFA. Donc là, vous avez le lien qui vous sera présenté. Donc le CERFA 10 44 43 16 à ne pas jouer au loto surtout. Et où est-ce que je peux le remplir, ce CERFA 40 machin? Alors, ce fameux CERFA, où est-ce qu'on le retrouve? Eh bien, on va sur mon activité formation. Soit vous avez un compte et là, vous allez pouvoir vous lancer avec vos codes d'accès, en sachant que le cadre A, normalement, est pré-rempli par l'administration et vous laisse la possibilité de modifier les informations qui sont portées. C'est un petit peu comme remplir sa feuille des impôts. Hein. La feuille des impôts est souvent, sauf pour la première fois, pré-remplie. Maintenant, si vous ne deviez pas encore avoir de compte, eh bien, précipitez-vous pour créer votre espace et activer votre espace. Sachez que lors de la première connexion, vous aurez un lien d'activation qui est valable 24 heures et le ministère met à vos dispositions un certain nombre de ressources, de tutos, de documents pour vous aider à remplir et à créer votre espace. D'accord, donc on va rentrer plus en détail dans ce fameux BPF. Alors, le cadre A, identification de l'organisme. Qu'est-ce que je dois remplir? En fait, c'est très simple. Soit c'est la première fois, vous allez devoir saisir, sinon ça serait rempli. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver? Le fameux NDA, bien évidemment, le SIRET. On va retrouver également, quoi d'autre? Eh bien, une adresse de contact, un téléphone, votre adresse, le code NAF. On en profite pour vous rappeler qu'est-ce que peut être la différence entre Sirène et SIRET ici. Ce qui est important, c'est que côté Calliope, le NDA, le Sirène, c'est ce que nous transmettons tous les jours à la DGEFP. Le NDA et le SIRET figurent sur votre certificat d'organisme certifié. Donc, voici en fait le lien entre le BPF et la certification sur la qualité et donc le certificat qui est la preuve que vous êtes bien certifié. Et on peut également le retrouver sur le récépissé de déclaration d'activité aussi. C'est vrai, donc vous avez le récépissé, vous allez retrouver toutes ces informations. Voici en tous les cas le modèle de récépissé qui est délivré aujourd'hui et on vous a également noté ici toutes les différents statuts d'organisme que vous pouvez en fait avoir. Donc une nouvelle fois, il n'y a pas d'exemption liée au statut, mais voilà, il peut y en avoir vraiment des divers et variés. Et donc, après le A, le B, les caractéristiques de l'organisme, c'est donc là qu'on remplit la période
déclaré. Voilà, tout à fait. Donc là, on vous dit bien, vous devez noter de quand à quand, donc quelle est la période couverte par votre exercice comptable. Donc on remet le petit tableau qu'on vous a dressé, hein, bien évidemment, c'est le dernier exercice clos. Donc à vous de voir en fonction de votre cas particulier ce qu'il convient de porter ici. D'accord, merci Marc. Alors A et B, c'était facile. On arrive sur le C et là, on a des chiffres à compléter. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Alors, en fait, le cadre C, c'est le bilan financier. Alors, tout est fait en hors taxe et on ne met pas de virgule. C'est un peu comme avec les impôts, là aussi, même si l'impôt, à mon avis, ça doit être du TTC. Dans tous les cas, pour le bilan financier, on est bien en hors taxe et le cadre C est là pour identifier l'origine des produits avec, eh bien, d'où viennent tous nos chiffres. Eh bien, est-ce que ce sont des contrats d'apprentissage, de professionnalisation, etc., etc. Donc, il y a toute la liste. Alors, ce qui est bien, c'est que sur mon activité formation, vous avez à chaque fois un certain nombre de fenêtres qui s'ouvrent pour vous aider, bien évidemment. Nous, ce que l'on veut faire ici, c'est aussi faire un petit rappel en lien avec Calliope. En quoi ce fameux cadre C peut être important pour l'auditeur? Eh bien, en fait, dès lors que l'auditeur va voir que vous avez rempli contrat pro, par exemple, ben, il sait qu'il va devoir auditer l'indicateur 13 et l'indicateur 28. On peut supposer que vous les accompagnez sur des titres qui sont déposés au RNCP, donc forcément, ça devrait aussi ouvrir l'indicateur 3, 7, 16. Donc, ça va permettre à l'auditeur de pouvoir faire un comparatif entre ce que vous dites faire et ce que vous avez déclaré. Et donc, c'est grâce à ça qu'il peut aussi établir son plan d'audit. En plus, ça permet à l'auditeur d'appréhender un petit peu, eh bien, d'où viennent les bénéficiaires et ça va l'aider à formaliser ou à se faire une idée sur l'échantillonnage à réaliser. Maintenant, si d'aventure, lorsque vous êtes sur une activité secondaire pour la formation et qu'on ait un chiffre, enfin, le chiffre d'affaires de la formation représente moins d'1% de votre chiffre d'affaires global, on ne note pas 0, on note 1% pour bien signifier que ça reste une activité secondaire et qu'elle est active. À défaut, vous risquez la caducité pour un chiffre d'affaires à 0. Très bien. Ici, par exemple, je réalise une formation en janvier, mais qu'un acompte a été versé en décembre, pardon. Comment je le déclare? Alors, on va y venir. C'est vrai que je vous rappelle, hein, pour renseigner ce cadre C, origine des produits, ben, il faut se référer à votre balance comptable des produits de l'exercice. Souvent, ce sont les produits dits de classe 7. Votre expert comptable devrait être capable de vous aider pour les trouver, puisque normalement, c'est lui qui les produit. Les sommes facturées au titre de l'application des clauses de dédit ne sont pas intégrées au BPF. Donc là aussi, c'est une information importante. Hein. On sait qu'il y a un certain nombre d'annulations, peut-être de reports et des pénalités, donc à ne pas entrer là-dedans, bien évidemment. Et les produits sont pris au prorata de leur exécution. On ne prend pas les acomptes. Donc, on a pris un exemple, comme l'évoquait Raphaël. Mon exercice clos au 31 décembre. Je signe une convention au 1er décembre, donc un mois avant, et on me verse un acompte de 50%. Si la formation ne commence qu'en janvier, eh bien, je ne prends pas en compte dans mon BPF l'acompte versé. Donc ça, c'est important sur comment remplir, même si on sait qu'un certain nombre d'outils aujourd'hui vous permettent d'automatiser la production du BPF. Deux questions en fait essentielles que l'on peut à chaque fois ici se poser, ça va être qui me paye et quel dispositif utilisé par le bénéficiaire en fait pour financer sa formation. Ça vous permettra de remplir ce fameux cadre des produits. D'accord, donc on a réussi à passer cette épreuve du cadre C et on arrive maintenant au cadre D, les charges de l'organisme. Qu'est-ce que sont les charges de l'organisme? Alors, les charges, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elles sont regroupées en... On voit une disproportion, hein. Le cadre C est avec beaucoup de lignes, le cadre D a beaucoup moins de lignes. Il y a deux grandes choses, hein. Il y a les salaires des formateurs et tout ce qui, tout le reste, toutes les autres charges qui vont concourir à la mise en œuvre des prestations. Il faut là aussi se référer à votre balance comptable sur les charges d'exercice. On est plutôt sur des comptes de charges, donc la classe 6 pour les comptables. Ce qui va être important, c'est que si l'activité de formation est secondaire, il va bien falloir justement essayer de distinguer quelles sont les charges en lien avec l'activité de formation. Donc, très souvent, on peut être amené à appliquer des prorata.
Et important ici de rappeler qu'on n'est pas là pour trouver l'équilibre entre le cadre C, son total, et le cadre D. On n'est pas sur un exercice comptable en tant que tel. Voilà. Et bien évidemment, pour ceux qui n'auraient pas d'outils qui automatiseraient le remplissage du BPF, le BPF se prépare en fait tout au long de l'année. Il faut en fait connaître ce que nous allons devoir produire pour pouvoir l'identifier au fil de l'eau. Sinon, vous allez vous retrouver comme Marc Verger en 94, son premier BPF, et devoir s'arracher les cheveux pendant plusieurs jours pour essayer de le remplir. Donc en fait, là aussi, si on devait formuler un conseil ou vous avez une invitation, le BPF, pour ceux qui ne l'ont pas automatisé, qui n'ont pas de système, il faut vraiment le préparer en fait au fil de l'eau. C'est ce qui est vraiment important, bien évidemment. Et ce cadre D, en quoi peut-il aider l'auditeur Calliope? En fait, là aussi, ça va nous permettre de regarder un petit peu. C'est-à-dire que si on voit salaire formateur, donc forcément, c'est des salaires formateurs, ça va faire référence à l'indicateur 18, le 21, le 22, peut-être même, allez, on va dire le 27, tiens, pourquoi pas. Et achat de prestations, là aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a en fait les achats, les honoraires, hein. Les achats, c'est le compte 604, les honoraires, c'est le compte 6226. Donc là aussi, si on voit apparaître des honoraires, on va tout de suite comprendre que nous avons ici affaire à l'indicateur 27. Très bien, ok. Et cadre E maintenant, les personnes disposant des heures de formation. Qui sont ces personnes? Alors, il y a plusieurs choses ici qu'il faut bien avoir en tête sur ce fameux cadre E. D'une part, et en quoi ça va aider l'auditeur. La première ligne, personne ou organisme dispensant des heures de formation, ça fait référence bien évidemment aux salariés formateurs. Donc là, quel que soit le statut, que ce puisse être des CDI, des CD2I, des CDD et autres, CDU peut-être. Mais là, clairement, ça donne une information et ça fait référence aux indicateurs 18, 21, 22 et le 22. Donc, on ira forcément regarder le plan de développement des compétences, le fameux PDC. La deuxième ligne, personne extérieure à votre organisme dispensant des heures de formation, eh bien, ça, ce sont tous les intervenants extérieurs. Donc, forcément, indicateur 18, indicateur 21 et bien évidemment, le fameux indicateur 27, alors, contrat de prestation de service, contrat de sous-traitance et ou sur honoraire. Tout rentre sur cette ligne-là. Ce qui est important, c'est qu'il y a deux chiffres à identifier. Il y a le nombre d'intervenants. Donc ça va être combien de personnes interviennent. Et après, il y a le nombre d'heures de formation dispensées. Donc deux choses un petit peu différentes, mais c'est combien d'heures sont dispensées par ces intervenants. On arrive, on a bientôt fini, vous inquiétez pas. Le cadre F, qu'on va ensuite détailler en F1, F2, F3. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce cadre F qui pourrait aider l'auditeur, encore une fois? En fait, là aussi, ce cadre F et ce fameux BPF est très important pour nourrir la connaissance de l'organisme de l'auditeur. On rappelle à toutes les auditrices et tous les auditeurs que lorsqu'un auditeur vient vous voir pour la première fois, il ne connaît en fait que deux choses de vous. Votre présence digitale, si tant est que vous en ayez une, et il n'y a pas d'obligation d'avoir un site Internet, et il va aussi connaître votre BPF. Donc, c'est vrai que c'est la deuxième source d'information. Si on regarde la partie F1, clairement ici, on va voir s'il y a des apprentis ou pas d'apprentis et combien il y en a eu. Et donc, ça va nous permettre d'appréhender un petit peu combien on en a. Et donc là, outils précieux, pourquoi? Contrat pro, ils vont être aussi identifiés, donc indicateur 13 et 28 une nouvelle fois. Et puis sur la partie F3, on va retrouver un petit peu tous les profils de diplômes que vous allez pouvoir et certifications que vous allez pouvoir délivrer. Et donc là aussi, indicateur 3, 7 et 16, oui ou non. Donc voici toute la richesse. Et on est bien en nombre de stagiaires et d'apprentis et on cherche le nombre total d'heures de formation suivies par les bénéficiaires. Ce ne sont pas les nombres d'heures formateurs, c'est bien le nombre d'heures bénéficiaires. Donc, comme tu l'as dit, le cadre F1, ça correspond au type de stagiaire formé, c'est bien ça? C'est ça. Donc, les salariés, les apprentis, les demandeurs d'emploi, les particuliers et les agents publics. Donc, il y a en gros 5 catégories. Et on vous dit, bien évidemment, je réinsiste, c'est bien le nombre d'heures stagiaires et non le nombre d'heures formateurs. Et les absences ne sont pas à prendre en compte. Donc, un stagiaire qui aurait été absent, on ne prend pas en compte. Très bien, ok, Marc. Et le F2, c'est don, activité sous-traitée. Tu insistes bien sur le don.
Oui, j'insiste sur le don parce que certains pensent qu'il faut en fait faire un distinguo entre je remplis en haut pour tout ce que j'assure avec mes salariés, je remplis en dessous. Non, non, le cadre F2, c'est bien un don, bien évidemment. Mhm. Alors, on vous donne aussi un petit exemple. Lors de formation et bénéficiaires formés, formation de 20 heures, 3 bénéficiaires, 10 assurés par un salarié et 10 assurés en sous-traitance. Et bien là, vous verrez dans le support que vous récupérez comment déclarer en fait en ligne F1 et en ligne F2, bien évidemment. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des deux modes de comptabilisation différents et ceci vous permettra de mieux l'appréhender une fois le support reçu. Et sur le cadre F3, on est plus sur la typologie de la formation, sur l'objectif général de ces formations. Oui, parce qu'en fait, ici, clairement, hein, on va tout de suite s'apercevoir que, bon, ben, au-delà du 3.7.16 pour les titres Mhm. RNCP, c'est là où vous allez déclarer aussi, pour ceux qui en font les bilans de compétences, c'est là où Ouais. vous allez déclarer aussi Les VAE. quels sont les VAE qui sont proposés. Nous vous rappelons simplement, lorsque vous devez estimer le nombre d'heures pour la VAE, le temps passé par les bénéficiaires devant un jury doit être Mhm. pris en compte normalement. Donc, voilà comment calculer le nombre d'heures ici. Et donc pour finir, nous avons le cadre F4 qui correspond aux spécialités de formation et le cadre G qui est encore la sous-traitance, mais pas la même que l'on a vu plus tôt. Alors, en fait, ici, le F4, qu'est-ce que c'est? Ce sont 5 principales spécialités de formation. Donc, il n'y en a que 5 qui doivent ressortir. Donc, là aussi, source très importante pour l'auditeur pour pouvoir trouver, identifier un échantillon représentatif, en sachant que si vous deviez aller au-delà de 5, il y en a 6, 7 ou 50, eh bien, les 45 autres doivent être regroupés dans la ligne autre spécialité, en fait, bien évidemment. Et le G? Et le G, bah, c'est en fait les stagiaires dont la formation a été confiée à vous par un autre organisme. Donc, c'est là où vous êtes vous-même sous-traitant, en fait, pour le compte d'un confrère. Et donc le finish, ça y est, j'ai tout complété, j'arrive au cadre H, personne ayant la qualité de dirigeant. Qui signe donc? Bah, en fait, on rappelle simplement la définition dirigeant. Alors, c'est le représentant légal, c'est la personne qui a la qualité d'agir, de contracter, ce que l'on dit ester en justice. Donc, c'est bien lui. Maintenant, on peut bien sûr avoir un contact de différent, mais il faut bien préciser quel est le dirigeant, bien évidemment. Très bien, d'accord Marc. Et est-ce qu'il y a des petites astuces pour vérifier que nos données sont cohérentes, que tout est fluide? Oui, oui, alors c'est ce qu'on appelle les contrôles de cohérence. Simplement, on vous précise ici que eh bien, les totaux F1, F3 et F4 doivent présenter le même nombre de bénéficiaires et le même nombre d'heures stagiaires. Donc là, c'est je dirais, votre propre autocontrôle que vous pouvez mettre en œuvre. Et il est vrai que bah, si vous avez des totaux différents, c'est qu'à mon avis, il y a un bug quelque part. Et donc, si j'ai bien suivi, il y a un mot qui est revenu assez régulièrement lors de ce webinaire, c'est sous-traitance. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on les retrouve un petit peu partout. Alors, je sais que certains nombres d'organismes n'apprécient pas forcément l'indicateur 27. Mais bah, c'est vrai que le BPF en dit beaucoup sur vos modes de contractualisation. Le cadre Céline 10, contrat conclu avec d'autres organismes, le cadre des dernières lignes, dont achat de prestations de formation et honoraires de formation, le cadre deuxième ligne, personne extérieure à votre organisme, le cadre F2, dont activité sous-traitée, le cadre G, stagiaire dont la formation a été confiée à votre organisme. Donc, que vous soyez sous-traitant, que vous utilisez sous-traitant, la sous-traitance est malgré tout omniprésente. On sait que c'est une des grosses caractéristiques de l'activité sur la formation, mais c'est vraiment omniprésent dans le BPF. Très bien. Et donc, tu as souhaité partager d'autres ressources pour compléter ce webinaire? Oui, bon, on les a remis. Hein, donc, vous avez bien sûr le guide télédéclaré votre BPF, ça c'est le ministère, c'est en date du 1er avril dernier, c'était pas un poisson. Vous avez bien évidemment, on l'a déjà mis en valeur et on peut se féliciter de la production de ce document par Centre Info. Vous avez également la notice explicative sur le bilan pédagogique et financier. Vous avez la FAQ de mon activité formation et on vous remet bien évidemment le fameux SERPA ici. Vous pourriez donc souhaiter regarder et consulter. Et donc, Raphaël, on est arrivé, on a déroulé un petit peu tout ce BPF, ce que l'on y trouve. Alors, je sais que nous avons en back-office notre ami Louis qui va peut-être pouvoir échanger avec nous.
Louis, il croule sous les questions. Oula. Faites des émules là. Oh là là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au Euh, pire, je- ce qui est important, c'est qu'on les capturera pour celles auxquelles nous ne pourrions pas apporter de réponse aujourd'hui, pour les intégrer peut-être dans le support demain et surtout compléter, puisqu'il y a un deuxième webinaire imprévu, puisque nous savons que c'est la semaine, les 2 semaines de vacances de nos amis de l'Île-de-France. Le Haut-Savoyard dirait, les vacances des Parigots. C'est moi le Haut-Savoyard. C'est moi le parigo. Voilà. Alors, mais on a gardé un bon quart d'heure, donc peut-être qu'on Ouais. va réussir à s'en sortir. Sinon, j'essaierai de les garder de côté pour plus tard. Et puis voilà. J'étais en train d'essayer de faire le tri. On va commencer par une question donc sur les NDA et après on passe à la manière de remplir le BPF correctement, d'appréhender les années fiscales qui sont souvent qui posent problème apparemment. Voilà. Donc première question. euh, est-ce qu'il y a un nombre, alors, pardon, est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimales qui fait qu'on doit posséder un NDA? Par exemple, on est dans un cas concret, quelqu'un qui anime 6 à 10 heures de cours sur toute une année et qui a une autre activité à côté, doit-il posséder un NDA? À ce jour, non. Parce que, après, il faudrait avoir plus de précision. Mais si j'entends une personne qui anime 6 à 10 heures, donc ce pourrait être ce que certains vont appeler un intervenant extérieur dans les groupes d'édu, ou peut-être un expert sur une formation. Donc à ce jour, il n'y a pas nécessité d'avoir un numéro de déclaration d'activité, surtout s'il intervient comme sous-traitant d'un organisme de formation. Euh, Dans cette configuration, non. Restera à creuser plus, mais non. Et de l'autre côté, avoir un NDA, si je vends une formation et que de 6 à 10 heures, on peut se demander quel est l'intérêt en fait d'avoir un NDA pour si peu d'heures. Parce que les contraintes sont plus lourdes, enfin sont assez lourdes quand même. D'accord. Ensuite, je pense que cette question va répondre à pas mal de questions qui sont sorties sur les années fiscales. Donc, c'est notre première année d'exercice et notre exercice comptable va du 1er juin 2022 au 31 août 2023. Que dois-je déclarer? Alors, c'est une question qui est récurrente. L'invitation que m'a formulée la DRETS, et c'est là où on attend peut-être une réponse un peu plus générale, c'est de vous rapprocher de la DRETS pour savoir, dans cette configuration de ce qui serait en fait une sorte de nouvel entrant au regard de Calliope, est-ce que je déclare quelque chose ou non? Ou en tous les cas, comment est-ce que je fais pour m'assurer que si je ne déclare rien, du fait que mon premier exercice comptable n'ait pas encore été clos, que je ne risque pas d'être frappé de caducité. Donc là, il vaut mieux se rapprocher de votre DRETS local ou régional et pour qu'il puisse vous donner la bonne marche à suivre, puisqu'on sait qu'il peut y avoir quelques différences entre régions. Merci. Question auto-entrepreneur. Quelles peuvent être les charges à déclarer dans un BPF pour une personne qui serait auto-entrepreneur? Après, il faut voir quelles sont. De toute façon, vous devez. Il faut regarder quelles sont les charges que vous devez engager pour assurer la mise en œuvre des prestations. Donc, il y a peut-être des frais de déplacement, des frais de reproduction, de réprographie. Je ne sais pas. Après, tout dépend des modalités pédagogiques. Il faut simplement regarder quels peuvent être les frais associés à la mise en œuvre des prestats. On va revenir sur le cadre D. Doit-on y faire apparaître de l'achat de conception de formation ou uniquement de l'achat de journée d'animation de formation? Alors, on va se remettre sur le dé. Je ne connais pas par cœur. C'est au dé. Il est où le dé? Tu as dépassé. Je l'ai déjà dépassé. Ouais. Bon, en fait, là, ici, on voit un salaire, alors, des charges de l'organisme, total des charges de l'organisme liées à l'activité de formation. Il y a les salaires formateurs, donc là, on n'est bien que sur les salariés. Et après, c'est le reste, dont achat de prestations. Donc, c'est là, si vous faites appel à de la sous-traitance, que vous devez prendre ça en compte. Et sinon, c'est ce qui figure dans les comptes de classe 6 dans votre bilan.
et ou compte de résultat. J'avais une question CFA hors les murs. Oui, une double question CFA hors les murs. Pour les CFA hors les murs, doit-on inclure toutes les facturations qui sont faites en lieu et place des UFA externes? Et quid des formateurs dans le cadre E? Les formateurs salariés sont à inscrire en ligne 1, oui ou non? C'est une double question. Ouais, une question qu'on va se mettre de côté pour que je puisse éventuellement intégrer la réponse dans le support pour la prochaine fois. Oui, attendez, c'est un cas très particulier. Cadre F3, alors ça c'est une question un peu plus générique, mais est-ce que vous pourriez donner un exemple pour les autres formations professionnelles? Qu'est-ce qu'on entend par là? Le cadre F3, nous l'avons, je l'ai remis à l'écran, d'accord. En fait, là, on a sur la partie haute, c'est tout ce qui va permettre d'obtenir un diplôme de quelque nature que ce soit, y compris les CQP, donc tout ce qui est certificat de qualification professionnelle. Après, vous avez autre formation, ça peut être formation, je ne sais pas, moi, formation vente, formation management, tout ce qui ne va pas forcément, tout ce qui pourrait se ponctuer auprès d'un prestataire simplement par un certificat de réalisation ou un certificat interne. Donc, tout ce qui va être en dehors du RS et du RNCP, pour être peut-être plus précis, puisqu'on retrouve bien dans ce cadre F, en fait, d'une part, bilan de compétences, c'est l'avant-dernière ligne, c'est la ligne E. On a bien la VAE, c'est la ligne F. Derrière ça, on a tout ce qui vise les titres CQP, RNCP ou RS. Donc, en fait, la haute formation, ça va être tout le reste qui ne rentre pas dans toutes ces catégories. Donc, typiquement, je forme mes équipes, j'assure des formations de management de 2 jours sur, je sais pas moi, comment déléguer ou comment réprimander, peu importe, ou prise de parole en public, ce serait à mettre dans cette ligne-là, la fameuse ligne D. Question intéressante. Lors d'une formation avec plusieurs financements, est-ce qu'on dispatche le financement ou on comptabilise uniquement le financement principal? Non, non, vous devez normalement dispatcher les différents financements. Je découvre les questions au fur et à mesure. Les heures hors programme doivent-elles être intégrées au BPF? Par exemple, la coordination, les visites de stage, la surveillance des écrits, ce genre de choses. Me la mets de côté pour la prochaine fois, en sachant qu'il faudrait voir de qui on parle. Mais je me la mets éventuellement, je pense qu'on doit avoir les coordonnées des personnes pour clarifier leurs questions. Ça, c'est la partie. Enfin, il faut qu'on puisse remettre la main sur les questions derrière. Lorsque des stagiaires utilisent leur CPF pour financer une partie de la formation, mais dont la plus grosse partie est financée à leurs frais, doivent-ils apparaître dans le cadre C, à la ligne E ou 9? Il faut revenir sur le cadre C. Vu que je ne les connais pas par cœur. Donc, c'est en fait un cofinancement. Donc, un stagiaire abonde à titre personnel. En fait, il faut en fait dispatcher ces 2 lignes de financement différents. Il y a le financement CPF qui est des dépôts et le financement perso. Merci. Alors, je continue à balayer. Il y a beaucoup de questions. Nous avons des groupes en formation. Le nombre de candidats varie dans le temps. Quel nombre de stagiaires doit-on mettre dans le BPF? Le nombre de départs, de fin de groupe ou le nombre moyen? Ça, c'est, je pense, s'il y a des départs en cours de formation. On doit mettre le nombre de personnes que nous avons accueillies, peu importe la durée qu'ils soient restés en formation. Ça, a priori, bon, c'est une question facile, mais qui vaut le coup d'être répondue. Donc, pour les bilans de compétences, est-ce qu'il faut intégrer au BPF ce fait en direct ou ajouter ce fait en sous-traitance pour un autre OF?
En fait, il y a les deux. Il y a l'activité qui est réalisée dans le cadre de la sous-traitance pour un de ses confrères, et puis il y a ceux qui sont délivrés pour soi-même. Ce sont deux parties différentes du BPF sur la seconde page. Est-ce qu'un intervenant qui réalise uniquement, donc là on passe sur les NDA, pardon, mais est-ce qu'un intervenant qui réalise uniquement des jurys de sélection ou de certification doit posséder un NDA? Non. Alors, les formateurs en CDD d'usage doivent-ils être intégrés dans l'encadré des salaires des formateurs? On passe sur les CDD d'usage. Oui. C'est oui, d'accord. Un même stagiaire qui suivrait deux formations différentes, doit-on comptabiliser un seul stagiaire ou deux? C'est deux prestations différentes. Oui. C'est bien, on balaye vite les questions. Si ça concerne, donc, dans le cadre E, est-ce qu'on peut revenir sur le cadre E? Ok. Donc, si cela concerne les salariés et intervenants extérieurs, où est-ce que je me mets en tant qu'auto-entrepreneur? Suis-je interne, mais pas salarié? Je vais répondre, je vérifierai, mais je me mettrai dans la première ligne. J'aurais dû parler. Alors, il y a encore des questions qui arrivent. Donc, pour les gérants, travailleurs non salariés qui dispensent des heures de formation, alors, ça, je n'ai pas le début de la question. Bon, je me mettrai a priori aussi sur la première ligne. Oui, je pense que c'est venu en même temps, oui, tout à fait. Bonjour, que doit-on ajouter dans le cadre C, ligne 11? Alors, je te laisse revenir sur le cadre C, ligne 11. Les étrangers, point d'interrogation, les frais liés aux formations sont-ils dans cette ligne? Frais de déplacement, par exemple. Bah, ouais, en fait, ouais, la réponse pourrait être c'est tout ce qui ne figure pas dans les autres, mais je trouverai la réponse détaillée pour la prochaine fois et ce sera ajouté au support. Donc, c'est le CL11. CL11. On va faire en sorte de trouver la réponse avec le détail. Alors, on nous signale que un sous-traitant doit forcément être titulaire d'un NDA. À partir du moment où il réalise une formation pro continue, il doit être titulaire d'un NDA. Est-ce que tu peux confirmer cela ou infirmer? C'est ce qui a été posé comme question au DRETS et qu'on attend donc une réponse de la DGEFP. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation force. Enfin, tout dépend de la nature du sous-traitant. En fait, il n'y a pas de réponse facile. Il faut vraiment étudier chaque situation. Comme aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être en tant que sous-traitant forcément certifié Calliope. Un sous-traitant n'a pas forcément besoin d'avoir un NDA, mais c'est une des réponses sur laquelle la DGFP doit revenir vers nous et on se fera un plaisir de partager puisque nous leur avons posé. Oui, c'est une question qui est venue beaucoup. Alors, question intéressante encore, je te tends une perche. Donc, audit initial en novembre 2021, audit de surveillance en mai 2023. Quel BPF est utilisé lors de l'audit de surveillance? Alors, en fait, à ce jour, la loi précise que, enfin, nous utilisons pour le calcul de la durée de l'audit de surveillance le BPF transmis lors de la demande initiale. Dans le question-réponse du gouvernement, il est précisé que l'organisme certificateur, ISQ Certification, n'a pas à demander de mise à jour du BPF pour évaluer à la hausse ou à la baisse la durée de l'audit de surveillance
qui a été communiqué lors de la production du devis initial. L'évolution réglementaire qui se profile, merci Raphaël, voudrait qu'à compter de cette nouvel arrêté, chaque nouvelle demande d'audit, surveillance, renouvellement, extension, l'organisme certificateur soit obligé de demander le dernier BPF en cours pour mettre à jour le chiffre d'affaires. Donc hier, on regardait le premier, demain, on verra si la loi passe. Il faudra à chaque fois communiquer le dernier BPF pour recalculer la durée. Merci. Le chiffre d'affaires indiqué dans le bilan pédagogique et financier est-il nécessairement lié à l'envoi d'une convention au client? Non. Vous pouvez très bien faire des formations auprès d'entreprises sans pour autant établir de convention de formation. Il y en a qui ne peuvent pas faire des formations sur les frais généraux pour certains. Il y a aussi le contrat de formation. Si vous formez des particuliers, mais à titre professionnel, attention, hein, il faut revenir à la définition de l'action de formation professionnelle. Une personne qui se paye un cours pour faire des cupcakes, c'est pas de la formation professionnelle. Enfin, sauf si les restaurateurs peut-être qu'ils veulent améliorer l'expérience client. Donc voilà, il faut revenir à la définition de l'action de formation et c'est pas forcément lié à la mise en œuvre d'une convention de formation. C'est tout ce qui relève de l'action de formation professionnelle. On a le temps encore pour une ou des questions. Un demandeur d'emploi qui suit une formation en financement personnel doit-il être comptabilisé en tant que demandeur d'emploi ou en tant que particulier? C'est très pointu. Oui, je comprends pourquoi certains facturent une journée de formation. On va peut-être le faire demain. En fait, c'est le statut de la personne, c'est plutôt le demandeur d'emploi. Bon, sachant que ce cas-là arrive assez peu aujourd'hui. Hein. J'essaie d'en trouver une petite dernière. Alors, on me dit, je n'ai pas compris si en tant qu'UFA, nous devons déclarer les contrats d'apprentissage, oui ou non. C'est ce qu'on a précisé, la réponse sera apportée pour le prochain webinaire et ou dans le document. A priori, les UFA sont sous-traitants. Oui. Dans le cadre d'une TUP, est-il nécessaire d'actualiser les informations, le changement de sirène, notamment sur l'espace Mon compte formation et sur le BPF, l'espace BPF? Dans le cas d'une transmission universelle de patrimoine, le souci, c'est que, en fait, il faut toujours revenir au fondamental. Le fondamental, c'est est-ce que l'évolution de ma structure va avoir un impact sur mon numéro sirène. En gros, est-ce que j'ai un nouveau numéro sirène ou pas? Si la réponse est oui, en fait, si vous changez de sirène, il n'y a pas de mise à jour à faire, hein, si ce n'est de dire que l'ancienne structure n'existe plus. Allez, une dernière question qu'on me pose 3 fois même. En cas de dispense de réunion d'information facturée et non de formation, entre parenthèses, comment le rentrer dans le BPF? Réunion d'information facturée. Ok. Je me le note. Réunion d'information, parce que je connais les réunions d'information dans le cas d'une POC et autres qui ne sont pas forcément réunions information facturée. Donc là, on aurait une dispense. Alors peut-être qu'ils vont préciser leurs questions entre-temps, mais a priori non, donc on peut la garder de côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réunions d'information, que ce soit dans les groupes d'édu ou même sur des POC, des POI, pourquoi pas. Mais dans ces cadres-là, c'est assez peu facturé. Sur des contrats régions, dans mal les régions, dans les cas, j'en ai jamais vu qui n'ont pas payé des réunions d'information. Donc, intéressant, mais à creuser.
Voilà, en tout cas, on vous remercie, messieurs, pour cette information de qualité. Merci Louis, merci à Benjamin pour la préparation et l'amont. Une nouvelle fois, ravi d'avoir pu être présent avec Raphaël. On va donc se nourrir des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. On va aussi tenter d'apporter des réponses le plus précis possible quant aux questions qui nous ont été posées. Et une nouvelle fois, nous sommes bien sur un webinaire, nous ne sommes pas sur une formation. C'était aussi l'avertissement, puisqu'on s'aperçoit au regard de vos questions qu'il y a de très, très, très nombreux cas particuliers qui mériteraient un petit peu d'investigation avant d'apporter une réponse qui risquerait d'être erronée. Puisqu'entre ce que vous vivez et ce que nous en comprenons, il se peut qu'il y ait une différence. En tout cas, merci. On se retrouve, Raphaël, je ne sais plus quand. Le 11 mai. Le 11 mai. Ah, voilà, super, le 11 mai, en tous les cas, sur le BPF. Je sais qu'on nous a sollicité aussi sur une ou deux autres thématiques particulières. Donc, restez vigilants au-delà de l'audit de surveillance, le renouvellement au-delà du BPF. Il se pourrait que nous mettions en œuvre au moins une ou deux autres thématiques spécifiques en lien avec les OF. Je ne dis pas plus puisque je vois que depuis que l'ISQ a annoncé ses webinaires BPF, ça fleurit dans tous les sens. Nous sommes certainement peut-être des lanceurs de mode. Merci de votre attention. Très bonne fin de journée. On se retrouve donc le mois prochain. Il vous restera encore quelques jours, quelques semaines pour votre BPF. À très bientôt. Merci. Au revoir.